Comment? N'apparaît pas? Pourquoi? Pourquoi ça? Chaque jour qu'on aura coloré, il y aura une quiz. Ah, ouais. Ça. C'est pas ça qui est Pourquoi ça marche pas? Mais oui, tu as vu ça de beaucoup après la question. C'est d'accord, c'est quand même. Même dans le mois de ça va la question encore. Ça va être pas plus à cette émission la participation. Qui C'est bon? Ok, d'accord. Donc, on va. Bon, donc on va rapidement entamer la leçon 2. Ça, c'est pas trop long. Non, c'est pas long. Bon, ok, donc aujourd'hui, on va voir les propriétés et les caractéristiques du rayonnement solaire. Donc, c'est toujours, voilà, les différents objectifs. Moi, c'est en un. Il faudra qu'on puisse identifier les différents modes de diffusion du rayonnement. Ensuite, appréhender l'absorption du rayonnement par les molécules atmosphériques. Et puis, en trois, appréhender l'émission infrarouge par les molécules atmosphériques, ainsi que la notion d'effet de serre. Donc, la leçon est structurée en 5 sections. En dehors de l'introduction en 1, on verra donc la diffusion du rayonnement solaire. En 2, on va voir l'absorption du rayonnement par les molécules atmosphériques.
En 3, l'émission infrarouge par les molécules atmosphériques. Et puis, on va voir une application, donc, observation depuis l'espace. Et puis, les applications imagerie satellitaire dans le canal infrarouge vapeur d'eau. Donc, c'est essentiellement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, donc, on va essayer de voir un peu la notion de diffusion. Qu'est-ce que la diffusion? On avait dit que à partir de la source, il y avait donc une émission du rayonnement. Donc, le soleil, qui est la source naturelle, émet de la radiation. Et cette radiation doit parcourir l'espace, c'est-à-dire doit traverser, doit quitter donc la source pour arriver à la surface de la Terre. Donc, entre la surface et la source, il y a donc un espace qui est là, il s'agit donc de l'atmosphère. Et donc, le rayonnement va traverser l'atmosphère pour arriver au niveau de la cible qui se situe donc à la surface de la Terre. Dans cette atmosphère-là, il existe donc de nombreuses particules. Voilà, les aérosols, les nuages, tout ce que vous avez. Donc, vous avez beaucoup de particules atmosphériques. La présence de ces particules atmosphériques-là, puisqu'on avait dit quoi la dernière fois par rapport au rayonnement, on a dit que lorsqu'un corps reçoit du rayonnement, ce corps-là a la capacité de faire quoi? De réfléchir du rayonnement, d'absorber, bien encore de transmettre. Donc, toutes ces particules atmosphériques-là auront cette même propriété-là. Donc, lorsque le rayonnement va quitter depuis la source et traverser donc l'atmosphère, ces particules-là vont plus ou moins s'opposer à la diffusion, c'est-à-dire sur le transfert donc, de cette radiation-là. Donc, si dans le milieu des transmissions, il y a des particules qui sont présentes, ces particules-là vont se comporter exactement de la même manière. C'est-à-dire que ces particules-là peuvent absorber une partie du rayonnement, peuvent réfléchir une autre partie du rayonnement et peuvent donc transmettre une partie du rayonnement. Et comme au niveau de l'atmosphère, les particules atmosphériques sont suffisamment nombreuses, ça veut dire que le rayonnement là sera dévié dans toutes les directions de l'espace. Et comme ce rayonnement est dévié dans toutes les directions de l'espace, cette propriété, quand les particules a dévié le rayonnement dans toutes les directions là, c'est ce qu'on va appeler donc la diffusion. Ça veut dire que le signal là, il n'est pas orienté dans une seule direction, mais il est orienté dans toutes les directions de l'espace. C'est ce qu'on va appeler donc la diffusion. Et comme ce sont les particules atmosphériques qui diffusent, on va donc parler de la diffusion atmosphérique. C'est bon? Donc la notion de diffusion, là, ça veut dire que le rayonnement est orienté dans toutes les directions de l'espace. C'est bon? Très bien. Maintenant, cette diffusion-là, elle se fait comment? Si la surface qui reçoit, par exemple, le rayonnement est plus ou moins homogène, vous allez voir que la diffusion va s'orienter, c'est-à-dire dans les mêmes proportions. Donc, on dira qu'on a une diffusion qui est isotrope. Pourquoi? Parce que la surface, là, elle est homogène, donc le signal il est orienté dans les mêmes proportions dans toutes les directions. Mais on peut aussi avoir une surface qui est plus ou moins anisotrope. Ça veut dire qu'elle n'est pas régulière. Il y a des formes plus ou moins qui varient. Et donc, vous allez voir que le signal qui est orienté là, qui est rétrodiffusé là, n'a pas la même intensité en fonction de la direction. Donc, on parle de quoi? D'une diffusion anisotrope. Donc, on a la diffusion qui est isotrope, ça veut dire qu'uniformément répartie dans toutes les directions, ou bien lorsqu'elle est inégalement répartie, on va parler de diffusion anisotrope. C'est bon? Voilà, si ce n'est pas bon, vous me dites, et puis je reprends l'explication. En particulier, la fraction de l'onde incidente qui est retournée dans la direction d'où elle provient est appelée comment? Rétrodiffusion. Et c'est exactement le comportement du radar. Le radar lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son propre signal lumineux au niveau de la cible. Et la cible va faire quoi? Va renvoyer un signal retour. Donc, on parle ici de rétrodiffusion. Voilà. Ça, c'est donc ici, quand on va parler de rétrodiffusion, dans les théories de télédétection, vous avez dit que c'est ce que vous avez appelé la télédétection active. Il y a ce que vous appelez la télédétection passive, lorsque la source donc est naturelle. Or, dans la télédétection active, la source n'est pas naturelle, elle est artificielle. C'est le cas du radar, qui lui-même envoie un signal
et l'objet, c'est-à-dire la cible, va envoyer un signal rétro-diffusé, c'est-à-dire un signal retour. C'est bon? Alors, la diffusion peut donc s'effectuer avec ou sans variation de fréquence. Alors, on parle donc de diffusion inélastique lorsque la fréquence ne varie pas et lorsque la fréquence varie, on va parler de diffusion élastique. Je prends encore, j'ai dit qu'au niveau de la diffusion, là, on regarde la surface qui va diffuser. Si la surface est homogène, on va parler de diffusion isotrope. Si la surface est, comment on appelle ça, n'est pas homogène, alors on va parler de diffusion anisotrope. C'est bon? Ensuite, comme je dis, la diffusion aussi peut s'accompagner d'une variation de fréquence ou bien encore sans variation de fréquence. C'est ça? Alors, professeur, s'il vous plaît, rien sur le diapo. Hein. On est toujours sur la leçon 2. La première page de la leçon 2. Vous êtes encore sur la première page de la leçon 2? Oui. Votre affaire, excusez-moi que je prenne. C'est bon? Vous êtes toujours sur la première page? Ah non, c'est bon, on a l'introduction maintenant. D'accord. Donc, vous êtes sur la deuxième page. Oui. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, on peut donc avoir une diffusion qui est élastique, pardon, inélastique lorsque il n'y a pas de variation de fréquence, lorsque la fréquence varie, et de diffusion élastique lorsque la fréquence ne varie pas. C'est bon? Alors, la polarisation du rayonnement incident peut être modifiée par la diffusion. Alors, quand on dit polarisation, ça veut dire l'orientation. Voilà, parce que le rayonnement aussi peut être orienté dans une direction. Si la direction change, ça veut dire que la polarisation a changé. Mais qu'est-ce qui peut faire changer cette direction-là? C'est-à-dire le phénomène de diffusion. Lors donc de la traversée atmosphérique, le rayonnement peut interagir avec les particules et les molécules présentes dans l'atmosphère qui constituent des obstacles à la propagation de l'énergie. Donc, lorsque le rayonnement n'est pas entièrement absorbé, il peut être en partie dévié dans toutes les directions. Et c'est donc cette déviation-là qu'on va appeler la diffusion atmosphérique. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, cette diffusion atmosphérique-là, elle va dépendre de la longueur d'onde du rayonnement lui-même et puis de la longueur d'onde des particules, c'est-à-dire de la taille des particules atmosphériques. Donc, on va voir les différents modes de diffusion, mais ces modes-là vont dépendre de la taille des particules atmosphériques. C'est bon? Donc, la nature de la diffusion va donc dépendre de plusieurs paramètres. La nature de la diffusion va dépendre de la longueur d'onde du rayonnement lui-même, de la densité et de la taille des particules et des molécules atmosphériques et de l'épaisseur de la couche atmosphérique traversée. Il y a trois éléments, je reprends. C'est-à-dire la nature de la diffusion va dépendre, dans un premier temps, de la longueur d'onde du rayonnement lui-même. C'est-à-dire dans quelle longueur d'onde. Ensuite, ça va dépendre de la densité et de la taille des molécules et des particules atmosphériques, c'est-à-dire des particules qui sont présentes dans l'atmosphère. Leur taille va intervenir. Et puis, l'épaisseur de la couche atmosphérique à traverser. Vous allez voir que si la couche est moins épaisse, vous voyez que la distance que la longue, comment on appelle ça, le rayonnement va parcourir est faible. Et donc, ça va dépendre de cette distance, donc de l'épaisseur de la couche qui est traversée. Donc, vous voyez qu'on a pratiquement trois modes. Le rayonnement solaire peut donc être absorbé ou diffusé par l'atmosphère. Il peut être réfléchi partiellement à la surface donc de l'eau, pénétrer dans celle-ci pour y être absorbé ou diffusé, éventuellement réfléchi par le fond. Vous voyez que le phénomène il est plus ou moins complexe, mais on va essayer de le simplifier. On distingue donc trois types
S'il vous plaît, professeur, on ne vous entend plus. Il y a longtemps, on n'entend plus, venez nous partage même. J'écris, j'essaie. C'est bon? Vous entendez maintenant? Il y a un problème de partage d'écran. Il y a un problème de partage d'écran encore? Oui, oui. C'est maintenant qu'on le vient ici, c'est beaucoup grave. Je comprends. C'est bon, vous voyez maintenant? Au niveau de l'écran, ça va? Oui, ça va maintenant. D'accord, ok. Donc, comme je disais, on regarde un peu la taille des particules. Vous voyez que la taille est comment est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. C'est bon? On me suit? Voilà. Donc, comme la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement, vous allez voir que la plupart du temps, ce sont les longueurs d'onde les plus courtes là qui sont diffusées, les autres étant plus ou moins absorbées. Donc, c'est les longueurs d'onde les plus courtes qui sont diffusées, c'est-à-dire le violet et le bleu. On me suit, non? Donc, vous allez voir, c'est pour ça que je disais que l'atmosphère généralement diffuse dans quoi? Dans la longueur d'onde du bleu. Et c'est ça qui va faire que, effectivement, vous allez voir les choses, c'est-à-dire la sphère va apparaître plus ou moins en bleu. Donc, voilà. Alors, donc, l'intensité diffusée est alors inversement proportionnelle à la puissance 4 de la longueur d'onde du rayonnement incident. La diffusion est donc par conséquent un phénomène qui est sélectif et qui se produit surtout pour les longueurs d'onde les plus courtes du spectre. Et comme je disais, les longueurs d'onde courtes, là, c'est quoi? On a le violet et on a le bleu. C'est ça qui va diffuser en grande quantité. Donc, en traversant l'atmosphère terrestre, la lumière est diffusée par l'air et les aérosols qu'elle contient. Le ciel est complètement éclairé de bleu alors que les autres couleurs nous arrivent presque directement du soleil. Donc, vous voyez que la longueur d'onde qui vont diffuser au niveau de l'atmosphère, c'est effectivement la longueur d'onde du bleu. Voilà. C'est pour ça qu'on avait expliqué la dernière fois. Je ne sais pas si c'était Arnaud ou bien Ghislain qui m'avait posé. Arnaud, c'est toi qui avais posé la question la dernière fois? Oui, c'est moi, professeur. Voilà. Tu peux reprendre la question là? Vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on voyait voilà. Au-delà d'un avion, on voyait la couleur bleue là. Oui. Après les viages. Donc, vous voyez que au niveau de la diffusion, vous voyez que toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire que finalement, c'est les courtes longueurs d'onde là qui vont faire quoi? Qui vont diffuser, les autres étant directement absorbées. Donc, vous allez voir les choses apparaître en bleu tout simplement, à cause de la taille des particules, surtout atmosphériques. Parce que les particules vous allez voir que tout à l'heure, quand on va avancer, la couleur là, va changer. Parce que ça dépend des longueurs d'onde qui sont absorbées et ça dépend des longueurs d'onde qui sont plus ou moins diffusées. Donc, dans la diffusion de mi, on retient que les longueurs d'onde les plus courtes là sont celles qui diffusent. Et les longueurs d'onde les plus courtes, c'est effectivement le violet et le bleu. C'est pour ça que vous allez voir l'atmosphère, tout ça là apparaît plus ou moins en bleu, tout simplement, à cause de la diffusion atmosphérique. Alors, elle affecte donc les hautes couches de l'atmosphère et c'est elle qui explique la couleur bleue du ciel pendant la journée. Les longueurs d'onde les plus courtes, donc bleues, du rayonnement solaire, sont davantage diffusées que les longueurs d'onde les plus grandes, c'est-à-dire le rouge par exemple. Aussi, le ciel apparaît bleu donc à l'observateur. Et lorsque le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière traverse donc une plus grande couche d'air. Les composantes bleues, vertes et jaunes de la lumière sont de plus en plus diffusées et absorbées par les aérosols. Le soleil va donc faire quoi? Va paraître plus ou moins rouge. Je ne sais pas si on voit un peu ce qui se passe là. Lorsque
Bon, je reviens un peu. Lorsque, par exemple, on est dans la journée, on regarde un peu la distance. Vous voyez que ici, ce sont les longueurs d'onde les plus courtes là qui vont plus ou moins diffuser. Mais comme la distance est courte, vous allez voir que les autres là qui arrivent directement seront absorbés et ce sont donc finalement les longueurs d'onde les plus courtes là qui vont plus ou moins faire quoi? Qui vont plus ou moins diffuser. Mais lorsque le soleil, comment on appelle ça, devient bas, ça veut dire que la distance, ça veut dire que l'épaisseur de la couche qui est, comment on appelle ça, qui est traversée devient maintenant comment? Importante. Or, les premières longueurs d'onde qui diffusent là, c'est quoi? Ce sont les longueurs d'onde courtes, c'est-à-dire le bleu et quoi? Et comment on appelle ça? Le violet. Voilà. Ces longueurs d'onde qui diffusent là seront absorbées par ces particules atmosphériques là. Et comme ces longueurs d'onde sont absorbées, quelles sont les longueurs d'onde maintenant qui vont rester et qui vont continuer la diffusion? Ce sont les longueurs d'onde les plus longues, c'est-à-dire les longueurs d'onde rouges. Donc, finalement, à la tombée du soleil, là, comment vous allez voir apparaître le soleil? Le soleil va apparaître soit rouge ou bien en orange, parce que ce sont les longueurs d'onde les plus longues là qui diffusent maintenant, parce que les premières longueurs d'onde courtes là ont été déjà absorbées par les particules atmosphériques. C'est bon? Très bien. Alors, à l'aube et au crépuscule, en revanche, lorsque le soleil est bas sur l'horizon, comme je disais tout à l'heure là, l'épaisseur de la couche atmosphérique traversée par le rayonnement est bien plus importante que la journée. Les courtes longueurs d'onde sont totalement diffusées, on ne voit plus alors que les longueurs d'onde les plus grandes, c'est-à-dire le rouge. Et le ciel va donc apparaître rouge, orangé, dans la direction donc du soleil. Voilà. Donc voici un peu la notion de diffusion. Et j'ai dit que la diffusion des relais intervient lorsque la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. C'est bon? J'insiste dessus parce qu'il ne faut pas que la séance prochaine encore, on me dise que non, monsieur, c'est trop compliqué. Parce que dans tous les cas, avant de commencer encore, on aura toujours voilà, une petite évaluation. C'est bon? Donc, quand j'insiste dessus comme ça, là, il faut retenir parce que les questions, évidemment, sont distribuées. Je disais, pour la diffusion de relais, le cas qui est connu, c'est que la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. C'est bon? Et généralement, ce sont les longueurs d'onde les plus courtes là qui vont diffuser. Ils vont diffuser. Si on est par exemple, ici le soleil est au zénith, qu'est-ce qui va se passer? La distance qui sépare donc, c'est-à-dire l'épaisseur de la couche qui est traversée là est faible. Et comme l'épaisseur de la couche qui est traversée est faible, ce sont les longueurs d'onde les plus courtes là qui vont diffuser toute la couleur bleue du ciel. Lorsque le soleil vient un peu plus bas au niveau du crépuscule, c'est-à-dire de l'aube du crépuscule là, qu'est-ce qui va se passer? La couche atmosphérique qui est traversée devient maintenant importante. Les longueurs d'onde les plus courtes qui diffusent là vont être absorbées par les particules et les aérosols. Et donc, on ne voit plus que quoi? Les longueurs d'onde les plus longues. Donc, le soleil va dans la direction du soleil. Vous allez voir quelle couleur? Rouge ou bien encore orangé. C'est ce que j'ai expliqué. C'est bon? Voilà. Alors, si la taille des particules augmente, donc on va arriver maintenant dans le deuxième voilà, mode de diffusion, c'est-à-dire la diffusion de mi. Cette fois-ci, la taille augmente maintenant un peu plus. Donc, on a ici les aérosols et les gouttelettes d'eau nuageuses. On regarde donc, vous regardez le graphique là, ici pour les particules qui sont entre 0,1 nanomètre et 100 nanomètres, vous voyez que la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde. C'est bon, du rayonnement. Donc ici, on est dans la diffusion de quoi? Du relais. Maintenant, lorsque la taille augmente un peu plus, donc les aérosols et les gouttelettes d'eau nuageuse, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que non, je vais attendre. On a regardé. Non, ça ne va pas répondre. Peut-être que je vous surprends là.
Donc ici, lorsque la taille, comme je disais, des particules est plus grande que la longueur d'onde du rayonnement, la diffusion de relais ne se produit plus et va laisser place à la diffusion de mi. Alors, dans la diffusion de mi, on va donc considérer les gouttelettes d'eau, les cristaux de glace, les aérosols qui sont présents donc dans l'atmosphère, donc les poussières, les fumées, les pollens, etc., sont les principaux vecteurs de la diffusion de mi. Donc, regardez un peu au niveau de la diffusion de mi. Vous voyez que ici, la diffusion des relais et regardez la diffusion donc de mi. Vous voyez que la taille ici, est donc des particules est un peu plus grosse. Alors, cette diffusion de mi là, elle est beaucoup moins sélective que la diffusion de relais. La diffusion de mi est inversement proportionnelle à la longueur d'onde du rayonnement incident. Elle se produit plutôt dans les couches basses de l'atmosphère, qui contiennent plus d'aérosols, et donne à la couleur du ciel un aspect bleu délavé, voire jaunâtre, toutes les longueurs d'onde étant diffusées de la même façon. Alors, je reviens, voilà, pas que je cours, voilà. Donc, comme je disais, on sait que la diffusion de relais, elle est sélective. Mais dans la diffusion de mi, on dit qu'elle est beaucoup moins sélective. Parce que là-bas, on avait dit qu'elle est inversement proportionnelle à la puissance 4, voilà, de la longueur d'onde. Alors qu'ici, on dit inversement. Donc, vous voyez que là, au niveau de la sélection ici, voilà, ici, la diffusion est beaucoup moins sélective. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que cette diffusion-là se passe où ça? Elle se déroule dans les couches qui sont basses de l'atmosphère. Voilà, où on trouve beaucoup d'aérosols. Et donc, finalement, vous allez voir que les particules qui vont diffuser, comme je disais là, c'est plus ou moins. C'est-à-dire, on va partir des longueurs d'onde les plus courtes là, et puis on va arriver un peu, c'est-à-dire, on va aller un peu vers les longueurs d'onde les plus longues. Donc, on n'arrive pas vraiment au rouge, mais on est encore entre le bleu et le jaune. Donc, quand vous allez voir apparaître le ciel, ça va vous apparaître un bleu, voilà, un bleu délavé. Voilà. Je pense que c'est l'exemple. Vous regardez la photographie là, vous voyez que c'est exact. Effectivement, quand vous voyez ce type de diffusion là, on est dans la diffusion de mi. Voilà. C'est des exemples naturels qu'on voit, donc, effectivement, il faut regarder. Ça, c'est donc au niveau, lorsque la taille, ça c'est au niveau de la taille. Maintenant, il peut se trouver que la taille des particules soit un peu, c'est-à-dire soit encore plus importante. Cette fois-ci, on va sortir donc du cadre de, comment on appelle ça, de ces deux diffusions-là, et on va aller dans une diffusion qui est non sélective, puisqu'il n'y a pas de sélection qui se fait ici. Et cette diffusion-là, elle va se faire donc selon les lois de l'optique qu'on connaît, là, voilà, la géométrie optique. Donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion non sélective, c'est-à-dire que donc le troisième cas de diffusion. Alors, la diffusion selon l'optique géométrique, diffusion non sélective. La diffusion se produit lorsque la taille des particules atmosphériques est beaucoup plus grande que la longueur d'onde du rayonnement. Elle est notamment due aux gouttelettes d'eau que l'on trouve dans les nuages et les brouillards. Et cette diffusion non sélective-là affecte toutes les longueurs d'onde. Cette fois-ci, ça n'affecte pas les longueurs d'onde bleues, c'est-à-dire courtes seulement, mais ça affecte quoi? Toutes les longueurs d'onde. Or, quand on vous dit que ça affecte toutes les longueurs d'onde, ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est toutes les radiations. Prenons le cas du visible. Quand on a pris le visible, on dit que la lumière du soleil, là, c'est la lumière blanche, voilà, c'est ça qui est là. Et on vous a dit que lorsqu'on a décomposé cette lumière blanche-là à travers un prisme, on a vu quoi? On a vu apparaître toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas ça? Mais toutes les radiations là diffusent à la même fréquence, à la même intensité. Donc finalement, votre ciel là va apparaître comment? Votre ciel va apparaître comment? Ça va apparaître plus ou moins blanchâtre, c'est ça? Ça va apparaître en blanc, puisque toutes les longueurs d'onde diffusent en même temps. C'est bon? Donc voilà, la diffusion non sélective affecte donc toutes les longueurs d'onde, ce qui explique quoi? La couleur blanche des nuages. C'est bon? Voilà. Dans ce cas, les lois de l'optique géométrique sont donc applicables. Voilà. Les lois que vous avez vues en optique et autres, là, la loi de Snell, Descartes, etc., etc. Donc, voilà. Voici un peu la notion de diffusion.
Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la diffusion? On va revenir dessus. Donc, moi, je résume pour dire qu'on a 3 types de diffusion. La diffusion des relais, dans laquelle la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. Et ici, la plupart du temps, ce sont les courtes longueurs d'onde qui vont diffuser, d'où la couleur bleue, ça non, du ciel. Et quand on arrive dans la diffusion de, comment on appelle ça, de mi, la taille des particules est un peu plus, c'est-à-dire un peu supérieure à la taille du, comment on appelle ça, de la longueur d'onde. Ça non? Donc ici, plus ou moins, ce sont les longueurs d'onde moyennes là. Donc vous allez voir que le ciel va apparaître bleu, jaunâtre, etc. Maintenant, quand on arrive dans la diffusion non sélective, cette fois-ci, c'est toutes les radiations, toutes les longueurs d'onde qui vont diffuser. Et donc finalement, le ciel va apparaître comment? Blanc. C'est bon? Donc voici un peu les différentes catégories de diffusion. Maintenant, on va voir l'absorption du rayonnement par les molécules atmosphériques. Alors, au cours de leur pénétration dans l'atmosphère, les photons solaires entrent en collision avec les molécules atmosphériques et sont progressivement absorbés. Et c'est ce qu'on avait dit, comment on appelle ça, il y avait un rayonnement qui était comment ionisant, c'est ce qu'on avait dit nous au début, que le rayonnement peut être ionisant, ou bien encore le rayonnement peut être non ionisant. Le rayonnement ionisant, ça veut dire quoi? Que le photon a suffisamment d'énergie pour arracher un électron à la couche. C'est ça, non? Donc, c'est ce qui va créer donc, cette énergie-là. Ça dit ce rayonnement. Maintenant, le photon, c'est-à-dire, peut ne pas avoir suffisamment d'énergie. Et donc, c'est vrai que ça ne peut pas arracher l'électron de sa couche, mais au moins, ça peut provoquer un déplacement ou bien une vibration de, comment on appelle ça, de la molécule. Ça, non? Donc, ça, c'est le rayonnement non ionisant. D'accord? C'est exactement le cas dans lequel on est ici. Regardez bien, on dit au cours de leur pénétration dans l'atmosphère, les photons solaires entrent en collision avec les molécules atmosphériques et sont progressivement absorbés. L'absorption du rayonnement par les molécules est donc intimement liée à leurs caractéristiques énergétiques. Si une molécule possède des niveaux d'énergie discrets ou encore quantifiés associés à des états de rotation, de vibration ou encore de configuration électronique. Donc, ça va dépendre de l'énergie, comment on appelle ça, je vais dire quoi, du photon qui arrive. Et en fonction de cette énergie-là, qui ne comprend pas ce que j'ai dit. D'accord. Donc, je dis, on prend le cas du photon. Le photon, il arrive, il y a une molécule qui est là, il va entrer en collision avec la molécule. Donc, ça va dépendre de quoi? De son énergie. S'il a une énergie suffisamment grande, ça veut dire qu'il peut déplacer, il dit quoi? Un électron. Donc, on va parler de rayonnement ionisant. Mais s'il n'a pas suffisamment d'énergie pour déplacer l'électron, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire qu'il peut seulement provoquer la vibration de la molécule ou bien encore le déplacement de la molécule. C'est ce que je suis en train de dire exactement. C'est pour ça que je parle de vibration. Donc, le déplacement, là, ça peut être quoi? Ça peut être un mouvement, mais ça peut être aussi une rotation. Ça dépend. Hein, donc, tout est lié. Ne pensez pas que la leçon 1 est séparée de la leçon, c'est lié. Donc, alors, un photon peut être absorbé lorsque son énergie correspond à une transition entre le niveau fondamental, comme on avait dit dans le premier coup là, et un de ces états excités. D'autre part, une molécule peut être dissociée par des photons dépassant l'énergie d'ionisation de la molécule. Il y a alors donc un continuum d'énergie énergétique d'absorption au-delà donc de l'énergie d'ionisation. C'est quoi ça? Ainsi, on peut distinguer 4 types d'absorption suivant l'énergie du photon incident. Si on est dans l'ultraviolet, les molécules sont dissociées et ici, l'absorption n'est pas quantifiée. Si on est dans le visible, les molécules généralement vont faire quoi? Vont changer de configuration électronique. Et si les molécules changent de configuration, alors ici, l'absorption est donc quantifiée. Si on est dans l'infrarouge, généralement, les molécules vont faire quoi? Vont tout simplement vibrer. L'absorption est aussi quantifiée. Et si on est dans les micro-ondes, les molécules vont faire quoi? Vont tourner, c'est-à-dire seront plus ou moins en rotation.
Donc, dans les 4 types d'absorption là, on a, dans un seul cas, l'absorption n'est pas quantifiée. C'est dans quel cas? C'est dans l'ultraviolet que l'absorption n'est pas quantifiée. Sinon, dans le visible, dans l'infrarouge et dans les micro-ondes, l'absorption est quantifiée. Maintenant, ça va dépendre des mouvements. Dans le visible, il y a quoi ici? Il y a donc changement de configuration. C'est ça, non? Et dans l'infrarouge, il y a quoi ici? Il y a vibration des molécules. Et dans les micro-ondes, il y a quoi? Il y a rotation des molécules. C'est bon? Donc, il faut savoir que la rotation, là, c'est toujours dans les micro-ondes. Et que la vibration, c'est dans l'infrarouge. Et que, comment on appelle ça? Le changement de configuration, c'est dans le visible. C'est bon? Et la dissociation, il s'agit donc de quoi? De l'ultraviolet. Voilà. Il faut maîtriser ça comme ça, de cette façon. Je pense que souvent, là, on répond aux différentes crises qui vont venir. Voilà. Alors, donc, l'absorption dans l'ultraviolet, l'absorption photonique suivie de la dissociation de la molécule se caractérise généralement par un spectre continu au-dessus d'une certaine énergie ou en dessous d'une certaine longueur d'onde. Celle-ci correspond au seuil minimal pour dissocier la molécule. Donc, vous avez là comment on appelle ça, les différentes longueurs d'onde, voilà, les molécules qui absorbent donc dans ces différentes parties du spectre-là. Prenons le cas, par exemple, de H2O. Quelles sont les fenêtres d'absorption de H2O? Quelles sont les fenêtres d'absorption de H2O? Tout ça, on a dans l'infrarouge. C'est dans l'infrarouge, non? Voilà. Je parlais sans ouvrir mon micro. Comment? Et c'est dans l'infrarouge, monsieur. J'ai parlé sans ouvrir mon micro, en fait. Maintenant, et le CO2? C'est dans l'infrarouge aussi. Oui, mais quelle longueur d'onde? Longueur d'onde de 2000, ça, non? Maintenant, oui. comment on appelle ça? O2, c'est O2 ou O3. Voilà. O3. O3 là aussi. Il y a l'ultraviolet, puis il y a où encore? Il y a l'ultraviolet, puis il y a le proche infrarouge. L'infrarouge et puis l'ultraviolet. C'est ça, non? L'ultraviolet et le proche infrarouge. C'est pas O2. Je ne sais pas si c'est O2 ou c'est O3. Pas de O3. O3. Ah, c'est O3? D'accord. D'accord. OK. Alors, si un photon plus énergétique est absorbé, l'excédent énergétique est donc transformé en énergie cinétique de l'un des produits de la réaction photochimique. Les niveaux seuils de dissociation se situent donc dans l'ultraviolet pour les molécules atmosphériques. Les réactions photochimiques mettant en jeu l'absorption dans l'UV se manifestent par une action thermique sur le milieu atmosphérique. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Quand on dit que les réactions photochimiques mettant en jeu l'absorption dans l'ultraviolet se manifestent par une action thermique sur le milieu atmosphérique, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a bien suivi la leçon 1, qu'est-ce que ça signifie? Personne pour expliquer. Les réactions photochimiques mettant en jeu l'absorption dans l'ultraviolet se manifestent par une action thermique sur le milieu atmosphérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on dit le milieu atmosphérique. Voilà, ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie, c'est-à-dire de rayonnement qui va être rejeté au niveau de l'atmosphère. Vous oubliez un peu ce qu'on dit. Hein. La leçon, on dit, on a vu la notion d'effet de serre. Vous oubliez ça depuis. Ah, d'accord. Donc, quand on dit que les réactions photochimiques mettant en jeu l'absorption dans l'ultraviolet se manifestent par une action thermique
sur le milieu atmosphérique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ça veut dire que quand on est dans l'ultraviolet, là, les réactions qui ont lieu là s'accompagnent de quoi? D'une augmentation de la quantité de chaleur dans le milieu, c'est-à-dire dans l'atmosphère. Mais c'est pour ça, justement, que vous comprenez pourquoi la couche d'ozone là va intervenir. L'objectif, le rôle de la couche d'ozone, c'est de faire quoi? Puisque quand le rayonnement ultraviolet va traverser l'atmosphère, on dit il y a quoi? Il y a une production de quantité supplémentaire, on est d'accord, non? Mais donc, le rôle de la couche d'ozone, c'est de faire quoi? C'est d'absorber ces radiations pour empêcher justement ces réactions, c'est-à-dire, comment on appelle ça, à la température d'augmenter. Parce que si la température augmente, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que la température au niveau de l'atmosphère va augmenter de 1 degré. Mais si la température va augmenter de 1 degré, là, c'est ça que vous appelez l'effet de serre. Mais l'effet de serre, quel est son rôle? Voilà, vous allez parler de réchauffement climatique et autres là. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est pour ça que la couche d'ozone vient pour absorber cette radiation supplémentaire là, pour l'empêcher que ça puisse traverser justement la couche d'ozone et que ça puisse arriver au niveau de l'atmosphère parce que les radiations ultraviolettes là sont effectivement des radiations qui peuvent détruire les tissus vivants, c'est-à-dire les tissus, c'est-à-dire l'organisme, ça détruit. C'est pour ça que c'est le rôle que, comment on appelle ça, le O3 joue. Donc, si on laisse, par exemple, s'il n'y a pas de couche d'ozone et que les ultraviolets traversent, vous voyez qu'au niveau de l'atmosphère, il y a une très grande quantité de chaleur qui sera plus ou moins fournie. Et ça va participer à une augmentation de la chaleur, c'est-à-dire de la température au niveau de la surface de la Terre. Et si cette température augmente, voilà, bonjour à tous les dégâts, puisque vous allez parler des réchauffements climatiques. Déjà même, la couche, les UV n'arrivent pas, et puis vous parlez des réchauffements climatiques, vous parlez des changements climatiques, à plus forte raison si les UV viennent. Je ne sais pas si on doit parler encore des réchauffements, et là c'est la mort. Donc voilà. Alors, en effet, les photodissociations sont en général suivies des réactions chimiques, des recombinaisons qui libèrent de l'énergie sous forme de chaleur. Et ce processus est capital dans la stratosphère qui est chauffée par des réactions de combinaison de l'ozone et de l'oxygène moléculaire. Les radiations solaires dans le domaine de l'ultraviolet sont totalement absorbées dans la mésosphère pour les radiations UV les plus énergétiques et par comment on appelle ça? L'oxyde de diazone et encore l'oxygène moléculaire. Dans la stratosphère, pour les radiations UV les moins énergétiques, par l'oxygène moléculaire et l'ozone. Donc, on regarde un peu le schéma qui est là. Vous voyez qu'on a l'ultraviolet, on a le visible, on a le proche infrarouge et puis on a l'infrarouge lointain. C'est ça, non? C'est bon? Alors, dans l'ultraviolet, là, comment on appelle ça? Les rayonnements ultraviolets sont absorbés par quoi? Par quoi? L'azote? Par l'ozone? Par l'ozone. L'ozone. C'est pas l'ozone. C'est ça, non? C'est par l'ozone. Oui. Oui. Et dans le proche infrarouge, l'absorption, quel est le corps qui absorbe? C'est l'eau. Il y a l'eau. Oui. Il y a l'eau. Oui. Ensuite, dans l'infrarouge lointain, il y a l'eau d'abord. Il y a l'ozone même, c'est ça, non? Il y a l'eau aussi. Il y a le CO2. Il y a le méthane. Il y a le méthane, oui, et puis il y a le CO2, ça, non? Oui, il y a le CO2, oui. Voilà, donc voici un peu les différentes molécules. La destruction de l'ozone stratosphérique diminue d'autant l'absorption des photons de longueur d'onde comprise entre 200 et 300 nanomètres. Ces photons susceptibles d'arriver jusqu'à la surface terrestre représentent un danger donc pour la santé humaine. Voilà. Ouais, voilà. Donc, vous avez les différentes illustrations. Le rôle donc de la couche d'ozone, c'est de faire quoi? C'est d'empêcher les radiations ultraviolettes là qui fournissent une grande quantité d'énergie supplémentaire
dans le milieu de transmission là, d'arriver donc au niveau de l'atmosphère. Et donc de réduire justement la température au niveau de l'atmosphère. C'est donc vraiment son rôle. Maintenant, on va voir l'absorption dans l'infrarouge. Les photons du domaine du visible ne sont pas absorbés par l'atmosphère ou très légèrement par l'ozone. Ils sont donc uniquement diffusés. Dans le domaine de l'infrarouge, les photons émis par le soleil deviennent moins nombreux que ceux émis par la Terre. Donc, on regarde ici, voilà, et vous voyez que, comment on appelle ça? La couche d'ozone, vous voyez qu'on a l'ionosphère, on a... Alors, donc, par exemple, je prends le cas de ces trois sphères-là. On a l'ionosphère, la thermosphère, la mésosphère. Là-bas, vous voyez que les ondes, comment on appelle ça, les ultraviolets agissent. Donc, vous voyez que la température... Donc, vous voyez que, comment on appelle ça, la température là-bas augmente. Mais quand on arrive au niveau de la stratosphère, on a une couche qui est présente, c'est la couche de quoi? D'ozone. C'est ça, non? Et donc, finalement, et comme les radiations UV ne peuvent pas traverser la couche d'ozone, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'après ça, la température fait quoi généralement? La température va baisser puisqu'il n'y a plus de réactions qui vont produire, comment on appelle ça? Vont augmenter, participer à l'augmentation de la température. Mais dans le cas où, par exemple, on a un trou dans la couche d'ozone, qu'est-ce qui va advenir de comment on appelle ça, de l'atmosphère? Qu'est-ce qui va se passer? Les UV vont traverser. Or, on sait que les réactions avec les ultraviolets sont suivies de quoi? D'une production de chaleur. Donc, on voit que quand les UV traversent, ça veut dire que la température à la surface de la Terre va normalement faire quoi? Va augmenter. Or, si la température augmente, il y a un déséquilibre qui est créé. C'est bon? C'est ce déséquilibre-là. C'est ce que vous appelez effectivement le réchauffement climatique. Donc, ça va dérégler tous les systèmes qui sont au niveau de l'atmosphère. Oui? Allô? Non, pour ça, j'ai dit ça va dérégler tous les systèmes en place. Voilà. Dans ce domaine, donc, l'absorption des photons est due à la transition de l'état fondamental vers un niveau de vibration de la molécule. Et ces niveaux-là dépendent de la molécule considérée, qui sont généralement des niveaux qui sont discrets. Voilà. Regarde le graphique qui est là. Donc, ici, il s'agit d'une transition. Alors, quand on parle de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un changement de quoi? D'état. Voilà, une molécule va quitter un niveau, comment on appelle ça, fondamental, et va aller atteindre un niveau excité. Donc, ce changement d'état-là va donc produire quoi? Va produire quoi? Va produire de l'énergie. Et encore va produire de, comment on appelle ça, du rayonnement. Alors, une même molécule peut donc avoir plusieurs bandes d'absorption correspondant à différents niveaux de vibration. Et quand on prend la molécule de CO2, la molécule de CO2 va donc posséder 3 modes de vibration différents. Voilà. Donc, on peut avoir la rotation. C'est ça, non? On peut avoir la rotation. Bien. Alors, on a la rotation et puis on peut avoir quoi encore? On peut avoir quoi encore? On a le premier, c'est la rotation. On peut avoir quoi encore? Comment? Le déplacement et puis quoi encore? La vibration, ça non? Donc, la molécule va vibrer, la molécule peut donc tourner, comme on dit, en rotation, et la molécule peut donc se déplacer. C'est bon? Voilà. Alors, on va voir le spectre d'absorption du CO2. Le spectre d'absorption du CO2 a été réalisé par un certain Jacques Antilly du laboratoire des sciences de la matière
on retrouve bien les deux bandes. Regardez bien le spectre d'absorption qui est donc au niveau du graphique. Alors, on est au niveau du CO2. Identifiez donc sur ces graphiques-là les différents spectres d'absorption. Quelles sont les différentes bandes d'absorption du CO2? Regardez le graphique et répondez. Le CO2, hein? La longueur d'onde correspondante. La longueur d'onde correspondante à l'absorption du CO2. Ok. On a combien? 15 micromètres, ça? C'est ça. 15 micromètres. Et puis quoi encore? C'est tout? Oh. Comment? C'est CO2, c'est tout, hein? Est-ce que c'est tout? C'est 15 seulement pour c'est le premier graphique ou bien le second graphique? Les deux graphiques à la fois. Pour voir les deux graphiques à la fois. Ok. D'accord. Donc, sur le premier graphique, c'est 15. C'est 15, ça? Oui. D'accord. Maintenant, on va aller devant pour voir encore l'autre. Alors, donc, je reviens ici. Maintenant, le premier qui est là, en jaune, là. Est-ce qu'il y a le CO2 qui est là? Le CO2 n'est pas présent. C'est ça, non? Oui. Alors, quelles sont donc les molécules là qui absorbent sur le premier graphique? Il y a l'O2, l'O3. O2, ça, non? Oui, O3. O2, fenêtre d'absorption. Là, l'ultraviolet d'abord. Donc, c'est l'ultraviolet. Oui, ensuite, il y a même l'infrarouge. Il y a l'infrarouge, le proche infrarouge. Oui, le proche infrarouge, c'est ça. Vous regardez le premier, là où il y a en jaune, là. O2. On a combien de fenêtres? On a 2. 5. Oui, on a 2 fenêtres. Dans l'ultraviolet, et puis on a dans le proche infrarouge. C'est ça. Ça, non? Voilà. O2, oui. Et au niveau de H2, H2, on a H2O. On a 2. On a deux. C'est-à-dire toujours dans l'infrarouge, ça, non? Infrarouge, c'est ça. Dans l'infrarouge. Et puis, N2O. N2O. Avec le méthane aussi. Il y a N2O. Ça, c'est le second graphique. Oh oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'on l'a dans le visible? Oui. Le N2O, on l'a dans le visible? Oui, le N2O. Oui. Oui. Ah bon? Ah non, attendez, attendez. Le visible, c'est après 0,7 micromètres, c'est avant. Oui, c'est avant. C'est 0,7 et quelques. Donc, c'est avant. D'accord, donc, normalement, le CO2 et puis H2O, ça non? Et puis le CH4. Le CH4, c'est où? Le méthane. Le méthane, le CH4. C'est entre 0,7 et 0,8, non? Oui, 0,7. 0,8. Donc, ça rentre dans le proche infrarouge. Donc, c'est ce que je dis là. Voilà, donc, c'est dans le proche infrarouge. Oui. Mais regardez ici, c'est le proche infrarouge, regardez là. Proche infrarouge. O2, c'est ici, non? Comment ça? Comment c'est où? Je pense que c'est ici, là. Donc, c'est entre 0,7 et 0,8 pratiquement. Donc, c'est dans le proche infrarouge, c'est pas dans le visible. Le proche. D'accord. Donc, alors, comme je disais, ces molécules sont donc appelées communément les gaz à effet de quoi? À effet de serre.
Voilà, car elle absorbe généralement dans le domaine d'émission thermique, voilà, de la Terre, puis remet en faisant quoi? En se désexcitant un photon à la même longueur d'onde, mais dont un sur deux est dirigé vers la Terre et donc va provoquer le réchauffement de la Terre. Parce qu'on avait dit quoi? L'absorption est suivie de quoi? D'une de production de quoi? Voilà, de chaleur. Voilà, donc, je laisse l'autre, je viens quelque part. Voilà, je viens ici. Alors, le spectre n'est pas partout celui du corps noir à la température de la surface terrestre. On note en effet des baisses d'émissions autour des longueurs d'onde caractéristiques des bandes d'absorption-émission des principales molécules absorbantes de l'atmosphère. Et quelles sont ces différentes molécules qui absorbent là? On a la vapeur d'eau, ça non? Et la bande d'absorption est centrée sur combien? 6,25 micromètres. On a quoi? On a l'ozone qui a combien de bandes? 3 bandes, 9 micromètres, 9,6 micromètres et 14,3 micromètres. Et puis on a le CO2 qui a combien de bandes? 2, 4,3 micromètres et 15 micromètres. C'est bon? Voilà, donc je pense que c'est ce qui est sur le graphique là. Voilà, donc on a essentiellement combien de molécules qui absorbent? 3. On a essentiellement combien de molécules qui absorbent? 3. On a la vapeur d'eau, dont la bande d'absorption est centrée sur quoi? 6,25. On a l'ozone qui a combien de bandes? 6,25. L'ozone a combien de bandes? 3. Et puis le CO2 a combien de bandes? Avec les valeurs que vous connaissez, ça non? Voilà, très bien. Alors, la notion d'effet de serre. L'émission suivant l'absorption des radiations terrestres par les molécules des gaz à effet de serre se fait dans toutes les directions. Une partie du flux lumineux émis est donc dirigée vers la Terre au lieu de s'échapper vers l'espace. Ce flux descendant va donc s'ajouter au flux solaire incident et permettre à la température terrestre d'atteindre 15 degrés contre moins 18 degrés en absence d'atmosphère absorbante. Le gaz carbonique est l'un des principaux gaz à effet de serre et l'évolution de sa concentration influe généralement sur la température de la surface terrestre. Alors, la notion de réchauffement climatique. Donc, comme je dis, voilà, on ne va pas encore revenir sur la notion de réchauffement climatique puisque vous avez déjà beaucoup plus de, comment on appelle ça, des notions dessus. Mais la question que nous on se pose, est-ce que ce réchauffement tel qu'on le décrit là, la question que nous on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il est dû justement à l'action de l'homme ou bien est-ce que c'est un phénomène naturel? Oui. Est-ce que c'est un phénomène naturel ou bien à votre avis, est-ce que c'est un phénomène qui est provoqué par l'action de l'homme? La question est ouverte, hein? Donc chacun... Monsieur, reposez la question, s'il vous plaît, on n'a pas bien suivi. Comme je disais, j'ai dit que la question de réchauffement climatique, est-ce que c'est ce réchauffement climatique dont on parle là, est-ce que c'est un phénomène qui est naturel ou bien c'est un phénomène qui est créé par l'action de l'homme? Donc chacun va donner son avis. On commence par, c'est mademoiselle Akano. C'est ça? Bon, je n'ai pas oublié le nom. Alors. Ok, d'accord. Donc, allez-y. Pourquoi? Il faut donner ses raisons. C'est parce que normalement, le CO2 est dans l'air normalement. Mais celui qui permet que l'on respire. Maintenant, avec l'activité humaine, nous pouvons venir en fait le CO2 en excès. Donc pour toi, c'est l'action de l'homme qui fait que le CO2 augmente en grande quantité. D'accord. Quelqu'un d'autre? Bon, on va interroger une demoiselle ici d'abord avant qu'on revienne à toi, M. Kwame. D'accord. C'est Kanouza. D'accord, je n'ai pas oublié aussi. Je pense que le réchauffement climatique, de base, était naturel, mais ça a été accentué à l'activité de l'homme. Parce que quand on prend tous les cas qui datent du réchauffement climatique, on voit que c'est à partir de la révolution industrielle que
toute la pauvreté a dégénéré. D'accord. OK. Ça aussi, c'est son raisonnement. Bon, monsieur Arnaud. Bon, je pense que plus ou moins les deux ont dit quelque chose d'intéressant dans lequel je voulais aborder dans le même sens. En fait, le réchauffement climatique actuel est dû actuellement à l'action anthropique. Comme elle a dit tout à l'heure, avec la révolution industrielle du XVIIe siècle qui a commencé ça depuis. Ensuite, aujourd'hui, par exemple, on voit que c'est vrai, ce réchauffement-là était à un stade d'abord avant régulier, normal, c'est-à-dire le fait de certains phénomènes naturels. Il faut bien répondre à ça, c'est phénomènes naturels. Il y a une perturbation cyclique actuellement aujourd'hui qui fait que les actions anthropiques ont aujourd'hui entraîné à un niveau élevé ce réchauffement. D'où, par exemple, quand on prend aujourd'hui, il y a les 7 limites biogéochimiques de la Terre ont atteint pratiquement leurs limites. Je peux citer en exemple quelques-uns. Il y a le réchauffement, l'acidification des océans, oui, par exemple, aujourd'hui qui est très palpable. Il y a les phénomènes de remontée de les fonds des glaces, des calottes glaciaires au niveau des zones polaires, par exemple. Voilà aussi quelques exemples que je peux citer pêle-mêle. Bon, vous ne pouvez pas me poser la parole, on va laisser la parole avec plein d'autres. D'accord. OK, donc on a 3 propositions. Hein. Voilà. Elle a dit que c'est dû à l'action de l'homme. On dit à la base, c'est un phénomène qui est naturel, qui a été accentué par l'action de l'homme par rapport à la révolution industrielle. Donc, lui, il aborde un peu, il fait la synthèse des deux, c'est ça? Très bien. Donc, je vais montrer quelque chose. Voilà, donc, vous avez fini de donner vos justifications. Maintenant, on va regarder le graphique qui est là. C'est donc, voilà, comment on appelle ça, le changement climatique pendant les 11 000 dernières années. Je dis bien 11 000 dernières années. Donc, les phases, vous voyez qu'il y a des phases de... Voilà, donc regardez bien les cycles. Vous avez les phases de réchauffement, ça non? Et puis vous avez les phases de, comment on appelle ça? De refroidissement. Donc, on regarde. Voilà. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, c'est 0. Donc, on va jusqu'à 11 000 derrière. Ça dit, il y a 11 000 ans, voilà, on était dans une période de glaciation. C'est ça, non? Ensuite, voilà, il y a eu une phase de réchauffement. C'est ça, non? Après, il y a eu une phase encore de glaciation. Et entre 8 000 et 6 000, il y a eu une grande phase de réchauffement. C'est ça, non? Ensuite, entre 6 000 et 5 000, il y a eu une phase de glaciation. Entre 5 000 et, comment on appelle ça, 4,5, voilà, 3,5 000, il y a eu une grande phase encore de réchauffement. C'est ça, non? Ensuite, alors, jusqu'à ce qu'on arrive ici où on est dans une petite phase de réchauffement. Alors, moi, la question que je pose, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Quand vous regardez ça, est-ce qu'on est vraiment en même de dire que c'est l'action de l'homme qui est à l'origine du réchauffement climatique? Parce que regardez la part, regardez la part là, c'est ici, dans cette dernière phase qu'on est. On est dans une phase de réchauffement, on est d'accord. Mais regardez les phases précédentes. Voilà, où on a connu de grandes phases de réchauffement. Est-ce que là, il y avait encore industrie? Pourquoi on dise que c'est dû à la révolution industrielle ou bien, voilà. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas dans une phase naturelle ou bien est-ce que c'est vraiment l'action de l'homme tel que je vois là qui provoque tout ce qu'on voit aujourd'hui? Comment? Mais professeur. Oui. Allô, professeur? Oui. Pour répondre à votre question, il va falloir qu'on arrive à identifier à quoi correspond cette période. C'était une période de quoi? C'est ça le problème fondamental. Si c'est daté, on va oui, mais l'homme est apparu. Bon, je pose. Maintenant, on retourne un peu à l'histoire. L'homme est apparu il y a combien d'années? L'homme est apparu. Non, l'homme n'est pas apparu. L'homme est apparu il y a combien d'années? Ça dit, comment on appelle ça? Comment je vais dire ça? Comment on appelle ça? C'est-à-dire, l'homme le plus ancien, il date de quelle année? Est-ce qu'il date de milliards d'années? Non. Bon, Broken Hills, all the way,
Oui. Néandertal, et puis après, Il y a l'autre Néandertal, non, il y a, comment on appelle ça, l'Australopithèque, non? le Broken Hill, Bon, le Broken Hill. Il y a combien d'années il oui. vit? Bon, environ 1000 à 1500, je crois. Bon, 1000 à 1500. Oh, on est pratiquement à 11, dans la fin de simulation, on est allé jusqu'à 11 000. Donc, vous voyez que finalement, donc cette phase-là, est-ce que l'homme, on pourrait parler encore de l'homme, c'est-à-dire l'homo faber, ou bien l'homo sapiens en tant que tel, pour dire que non, il y a révolution industrielle, il y a haute technologie. Je ne sais pas. Donc, réfléchissez dessus. Moi personnellement, quand je vois ça, je me dis, ben, on est dans un cycle normal. Est-ce qu'on peut vraiment. Bien sûr que les petites industries, c'est ça qui provoque le réchauffement là. Bien sûr que. Je parle pour les pays développés. Bon, monsieur. Oui. Alors, professeur. Oui. Vous savez, bon, avec ce que vous dites là, on attend de prendre. Je pense qu'on attend de prendre la Terre en individualité. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une galaxie. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a eu sur d'autres planètes. Nous ne savons pas. Pour le moment, nous limitons nos expériences par rapport à notre planète Terre. Oui. Aujourd'hui, avec les recherches, vous savez qu'il y a des terres, enfin, il y a des planètes qui sont habitables et qui ont été habitées. On ne sait même pas. Oui. C'est pour que aussi il n'y a pas eu d'autres formes d'êtres vivants sur ces planètes et que peut-être c'est des interactions entre ces planètes qui ont flué plus. Qui ont participé au réchauffement, c'est ça? Voilà. C'est ça. Oui, mais le réchauffement, bon, ok, oui, non, moi je comprends. Ok, je comprends ça, mais comme tu dis, on est dans le système solaire, non? C'est ça? Oui. Alors, oui. Je vais dire que le réchauffement tel qu'on le voit, la simulation qui s'est faite là, c'est par rapport au réchauffement de la Terre elle-même. Ce n'est pas par rapport à d'autres planètes. Donc, puisque on est ici dans un phénomène qui est lié à la Terre elle-même, est-ce que ce sont les autres planètes là ou bien les autres sphères là qui ont influencé la Terre? C'est la question qu'on se pose. Oui, c'est une question. C'est une question. Ah, c'est ça. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Maintenant, moi, honnêtement, quand j'analyse tout ça et que je vois qu'il y a même des phases assez importantes du réchauffement que la Terre a connues, par rapport même à, comment on appelle ça, au nom même, c'est-à-dire d'individus qui peuplent la Terre, là, moi, je me pose beaucoup de questions. Hein. Est-ce que c'est vraiment les 7 milliards d'êtres humains là, qui sont responsables du réchauffement? Est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, la réponse qu'il a donnée, est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres, peut-être qu'on n'a pas encore réussi à prendre en compte, qui, effectivement, sont à l'origine? Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est vrai, l'humanité va toujours se trouver une raison de s'inquiéter. C'est pour ça, moi, personnellement, quand je regarde les histoires du réchauffement climatique, je me dis, l'homme veut s'inquiéter pour pouvoir dépenser et trouver, selon lui, des solutions. Moi, je ne sois pas sûr que, vraiment, honnêtement, je ne sois pas sûr que ce soit les petites actions des humains là qui sont à l'origine de ce réchauffement-là. Peut-être que c'est un phénomène un peu plus important dont on ne maîtrise pas vraiment les paramètres. Donc, moi, quand j'analyse ça, je me dis, mais attends, aujourd'hui même, ça dit qu'on parle même de réchauffement climatique. Pour nous, c'est excessif, mais quand tu regardes les amplitudes des autres phases là, des premières phases, vous voyez que là, on n'a même pas encore atteint le tiers même. Regardez par exemple la phase qui s'est passée entre 8000 et 6000. Regardez l'amplitude. Regardez. On n'a pas encore atteint. On n'a pas encore atteint. On n'a même pas atteint encore le milieu. On n'a même pas encore atteint. Et puis déjà, on pleure. Maintenant, si jamais on atteint ça, qu'est-ce qui va devenir? Peut-être que c'est... Non, pas l'extension. L'homme va s'adapter. Il y aura peut-être une mutation de la forme humaine. L'homme va s'adapter. On va s'adapter. Il disait que peut-être qu'il y a une possibilité. Oui, parce que l'homme s'adapte à tout aujourd'hui. On a vu que nous sommes aujourd'hui avec l'évolution de l'homme évolue. L'homme est en train d'évoluer. L'espèce humaine est en train d'évoluer. Peut-être que nous allons vouloir, peut-être que l'influence va faire que nous serons déformés, certes, mais nous allons quand même avoir des. Bon, on espère bien. Ou bien c'est la fameuse fin du monde. Ah, ça peut être ça aussi. Hein? Non. Ah ben. La fin du monde ne va pas arriver comme ça. Comment? Ça va arriver pas comme ça. Ça va venir comme ça. Bon, d'accord. Non, ça va arriver pas comme ça. Voilà, vous réfléchissez à vraiment. Donc, c'est vrai,
C'est vrai que, bon, alors, donc je fais le résumé un peu. Hein. C'est vrai que, effectivement, par rapport au graphique qu'on a vu là, ça veut dire que le processus des changements climatiques, c'est un processus qui est naturel. Dans un premier temps, c'est ce que nous, parce que là, ça sort même du cadre de l'action de l'homme. Mais aujourd'hui, là, par rapport aux réalités dont on est confronté, on est à même, parce que dans tous les cas, ces régies industrielles ou autres là peuvent contribuer dans une moindre mesure donc à l'augmentation de la quantité donc de chaleur à la surface de la Terre. Puisque dans tous les cas, comment on appelle ça, les feux de brousse et autres là peuvent contribuer toujours à augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce qui peut donc contribuer à, comment on appelle ça, à l'effet de serre, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Ça, on peut le contribuer. Et donc, ici, on peut chercher à trouver c'est-à-dire des solutions. Alors, par rapport donc justement à cette notion d'effet de serre du réchauffement climatique, quelles solutions justement vous préconisez, on peut préconiser pour la réduction de ces gaz-là? D'éviter de produire le CO2. Est-ce qu'on peut Alors, je pose la question à tout le monde. Hein. Voilà. Si quelqu'un peut répondre, il me répond. Oui. Bon, alors, pour ça. Oui. Il y a quelqu'un. Oui, oui. Je sais que les industries, les pays développés doivent réduire leurs émissions de CO2. En faisant quoi? On migrant vers d'autres énergies. D'accord. Oui, mademoiselle, de l'autre côté. Là, tu vois, je ne connais pas ton nom. Hein. On arrête la production, quand on continue, on ne pourra pas en fait arrêter le réchauffement. Parce que tel qu'on peut le voir ici, c'est un phénomène, je vais dire naturel. Forcément, quand on fasse quelque chose, on ne fasse plus, il y aura toujours des phases de réchauffement et puis des phases de glaciation. des phases de glaciation. Donc, je me dis que parce qu'aujourd'hui, on est là, on se plaint, on dit non, il y a des industries, mais ces industries-là produisent et nous sommes les consommateurs. Moi, je dis, il faut qu'on arrête de vivre. Parce que si on ne conduit plus de véhicules, on ne mange plus, les usines ne produisent plus rien. Je peux dire qu'on arrête la production de tout ce qui est gaz à effet de serre, mais on ne vit plus. Parce que tant que l'on continue de vivre, il va toujours trouver des solutions. Bien sûr, mais maintenant, même, oui, effectivement, mais cette production de gaz à effet de serre, là, comment est-ce qu'on peut. C'est qu'on va arrêter de respirer. On va arrêter de respirer. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, au niveau de la respiration, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on prend l'oxygène, on rejette le CO2. Donc, ça veut dire que si on ne veut pas produire le CO2, on arrête. On arrête, ça veut dire que tout est arrêté. On peut avoir des atténuer, s'adapter en fait. On va atténuer. Oui, mais adapter, est-ce que ça veut dire atténuer? S'adapter là. Moi, alors, je pose la question, est-ce que s'adapter à une situation, est-ce que ça veut dire qu'on atténue la situation? Alors, professeur. Oui. Non, s'adapter, ça ne veut pas dire atténuer. Voilà, ça veut pas dire atténuer. Voilà, Oui. s'adapter, c'est la résilience. Ça veut dire que c'est une résilience qu'on développe. Oui. Voilà, en fait, professeur. C'est comme un équilibre. Durant la crise de Covid, oui. On a dit que lorsque tout avait stocké, la terre avait un Oui. La terre avait fait quoi? Bon, d'accord, ok. Oui, Arnaud. Bon, en fait, c'est cette question-là qui m'a poussé à venir un peu m'orienter dans les recherches en matière de CDD. Pourquoi? Parce que j'étais sur un projet, j'ai travaillé sur un projet régional, un projet de l'Afrique de l'Ouest où j'étais l'expert en environnement, en changement climatique et développement durable. C'est ce qui m'a poussé à continuer mes recherches et j'étais aux côtés des professeurs même de l'Europe comme de l'Amérique. Je suis venu à la base pour bien apprendre. C'est pourquoi je suis venu faire encore des études par rapport à ça. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est politisé. Les pays industrialisés ont développé l'industrie pour pouvoir être industrialisés. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que, par exemple, les pays comme la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud refusent
de dire que non, on va obéir, on va réduire notre taux de pollution parce que Oui. vous avez développé pour industrialiser. Les Oui. pays industrialisés disent que non, nous aussi, pour qu'on puisse, on n'a qu'à réduire nos activités, mais pour cela, ils vont nous donner des fonds. Mais ces fonds-là, comment faire pour l'avoir là? C'est difficile. Les taux Oui. carbone et autres, c'est des processus très difficiles. Donc, on voit que vraiment, il y a un propos. Donc, à l'analyse, on va revenir à ce que vous avez dit. Est-ce que ce phénomène, ce n'est pas un phénomène naturel? Ouais. Ou bien, voilà. Donc, c'est ça qui Parce m'a amené que même, regardons un peu ce qui se passe là. Bon, c'est le Covid, là, il est venu, c'est en 2000, combien d'années il est venu? En 2019, 2020. 19, On n'a pas eu de, 19, oui. voilà, 2019. On n'a pas eu de Covid. Mais bizarrement, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avec la crise ukrainienne, là, on ne parle plus de Covid. Pourquoi? Mais je vais bien avant ça en parler. Non, mais c'est-à-dire que la crise ukrainienne même est venue complètement noyer ça veut dire que finalement, moi-même, je suis en train de me poser la question. Vous dites que, parce qu'en fait, moi, voilà, c'est-à-dire que moi, je suis en train de me dire, mais il y a beaucoup de raisons politiques cachées. C'est politique. C'est Covid là. C'est des virus, c'est des armes chimiques. Ils ont fabriqué ces armes. Oui, maintenant, vous me suivez. Mademoiselle Tano, tu as dit tout à l'heure que quand on n'a plus de mesures barrières au niveau de la Covid, la Terre avait refroidi un peu. C'est ça, non? D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'il y avait arrêt d'activité. Mais voici une raison de plus pour dire que c'est pas ça veut dire que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, maintenant, oui. Moi, je voudrais savoir. Vous savez, pour juste abonder dans même ça que vous, il y a quelque chose qui s'est passé en 2002. Oui. On a fait une conférence. J'étais en licence, on a fait une conférence à l'Amphi Léon Robert de l'Université d'Abidjan. Je me rappelle très bien, un humaniste français. Oui. Mais au terme de cette conférence-là, ça dit les étudiants étaient prêts pour frapper le monsieur. Pourquoi? Il nous a démontré par A plus B que le virus du sida, du VIH-Sida, par exemple, aujourd'hui, on a des preuves que ça a été purement fabriqué au laboratoire par les Américains. Voilà ce qu'ils ont fait pour décimer les choses. On a vu les témoignages aujourd'hui même des Blancs au niveau de l'Afrique du Sud qui ont dit oui, voilà comment ils ont fait pour infecter les gens. On a des preuves. Donc, c'est des lobbies. En Afghanistan, les gens ont fabriqué, les Américains ont fabriqué à cause du pétrole une maladie comme le pian, croyant que la population a de l'argent à cause de leurs ressources pétrolières. Donc, quand ils vont envoyer les vaccins, ils vont faire l'échange. Ils ont envoyé les gens. Voilà. Donc, c'est les politiques qui font. Les grandes sociétés qui fabriquent, on n'a pas coupé le bois, c'est que les grandes séries dans le monde. C'est les politiques pour diriger le monde, c'est tout. D'accord. Le débat est passionnant, les gars. Oui. Que ce n'est même pas dû même à l'action de l'homme. Oui. Mais autant il ne peut pas prendre des mesures pour essayer de réduire notre consommation de CO2, puisque nous, on sait que c'est l'une des conséquences du changement climatique. Parce que moi, je peux vous le dire, c'est pas l'homme. Ce sont les mêmes, comme vous le dites, sur des périodes bien précises. Mais on ne sait pas si apposer ça. Donc, il se peut que si on néglige notre consommation en CO2, à quelques picomètres près, on peut provoquer, on peut précipiter ces montées de chaleur qui ont tout changé. D'accord. Non, moi je suis d'accord, mais là où il y a le problème, vous voyez, c'est-à-dire il y a deux entités qui sont plus ou moins opposées là. D'un côté, il y a les pays industrialisés, fortement industrialisés, c'est-à-dire qui sont déjà assis, dont le développement est assis. Et puis, on a en face des pays sous-développés qui n'ont même pas encore exploité leur potentiel. Et on dit à ces pays sous-développés-là de réduire leur production de gaz à effet de serre. Et puis, on leur dit non, on va mettre à votre disposition des fonds pour que vous puissiez réduire. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui me dit dedans dans cette histoire? Oui, mais justement, mais c'est fait exprès. C'est là le problème. Le problème, c'est de savoir si oui ou non le saut de qu'on produit a une impact sur le changement climatique.
climatique. Si c'est que c'est oui, alors on prend des dispositions pour ne pas produire la. Mais c'est oui, bon, d'accord, oui, oui, mais oui. Il y a ça a un impact sur notre santé. C'est vrai, on a réfugié des blancs, mais si on vous met dans un environnement où vous n'allez pas vous sortir. Oui, mais nous, on a la forêt ici. Oui, c'est un impact négatif sur notre vie si le produit est. Mais justement, voilà, moi, pourquoi je pose la question? Des pays développés et des pays sous-développés, quels sont ceux qui polluent le plus? Maintenant, c'est pourquoi c'est aux pays sous-développés, là, on dit d'appliquer mieux les résolutions. C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire, voici deux entités. C'est-à-dire, moi, j'ai fini de développer pour moi. Maintenant, au moment où, Miss Wame, au moment où toi, tu vas aussi produire, là, développer aussi ton, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire enclencher toi ton développement, moi, je dis non. Il y a des effets d'essai, il y a du réchauffement, donc toi, il faut réduire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que toi, tu ailles au développement. Mais moi, est-ce que les pays africains que nous sommes ont réellement le moyen de pouvoir produire comme on dit? Pour pouvoir produire quoi? Pour pouvoir industrialiser les pays comme on a fait. Parce que moi, je suis à Téléphone, il y a des gens qui ont encore un débat politique. Avant, c'est au Sénégal. Oui, mais justement, c'est-à-dire que. C'est plus à notre niveau même qu'à leur niveau là-bas. C'est ce que je suis en train de dire, qu'en réalité, le problème n'est pas simple. Hein, mais pour celui qui est convaincu que c'est un phénomène naturel, là, il ne va pas faire, c'est-à-dire qu'il va faire fi de tout ça. Et il ne va, mais pourquoi on ne demande pas à la Chine, pourquoi on ne demande pas à la Chine des choses? Mais la Chine, malgré tout ça, est-ce que la Chine ne fait pas son développement tranquillement? Et même les Américains, Professeur, Oui. je vais attirer juste votre attention sur un fait. Si vous vous rappelez bien, la crise de Covid, là, Oui. un moment, si vous vous rappelez bien, ça a commencé avec la Chine, non? Oui. Bien sûr. On a vu, après, il y a eu une réplique bizarre aux États-Unis. Ça vous a rien dit? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que finalement, c'est de. Bon, ok, bon, les gars. Ces attaques, bon, plus ou moins, laissons ce débat parce que. Le débat est passionnant, mais on a dépassé l'heure. Qui ont été décrétées où on a demandé d'arrêter tout ce qui est activité parce que la fonction est tellement polluée. On a venu par avoir au-delà même de, je crois, 10 mètres. La diffusion des mythes. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours su, et puis quand c'est devenu la nuit, que les pays industrialisés ont toujours un poids sur nous, c'est-à-dire ils mettent toujours la pression sur nous pour être toujours dominants. Mais est-ce pour autant que nous tous, on va ralentir le monde? Parce qu'on veut faire comme eux. Non, on va rester. Mais le monde même sera anéanti comment? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Le monde même sera anéanti comment? Mais ça veut dire que non. Vous oubliez aussi la capacité de, comment on appelle ça, de régénérescence de la Terre, là. Vous ignorez ça aussi. Parce que la Terre même se régénère elle-même. Mais c'est ça, mais les mesures, ça vient. Les voitures locales, on le précise, les nouvelles voitures qui produisent là-bas. C'est tout ce qui est France au revoir en Afrique. Alors que ce sont des choses. Oui, parce qu'on est sous-développé. Mais justement, les développement, ah, d'accord. Bon, d'accord, les gars, s'il vous plaît, le débat, c'est vrai, aujourd'hui là, le débat est vraiment passionnant, mais on ne peut pas faire autrement, il est 17h30. Il est 17h30. Je pense que la prochaine séance, on aura le temps de reprendre le débat. Hein, donc, je voudrais qu'on s'arrête là aujourd'hui. D'accord, professeur, juste une question. Oui? Bon, comme d'autres, bon, c'est vrai que souvent on n'est pas beaucoup de temps. La prochaine fois, là, est-ce que c'est avant ou après on va faire le quiz? Là, on va se préparer. On fait avant, après. Non, on va faire avant. D'accord. On fera avant. D'accord, professeur. C'est bon? Voilà, donc merci à tout le monde. Merci, professeur. Et puis, voilà. Et puis l'interro. L'interro aussi était intéressant. Après, c'est pas L'interro n'était pas intéressant aussi.